Hey guys, bienvenue au troisième vidéo de la playlist Tuto Python. Avant de commencer, je veux juste vous remercier à tous ceux qui ont subscribe au channel. J'ai eu comme un paquet de personnes qui ont subscribe hier soir, puis je trouve ça vraiment cool parce que c'est motivant pour moi. Merci aussi pour ceux qui laissent des commentaires. Les questions en commentaire, c'est le fun pour tout le monde, fait que n'hésitez pas à en poser. Puis moi, je vous demande aussi, si vous pouvez, si ça vous tente, de mettre les trucs qui vous intéresseraient que je fasse des vidéos dessus dans les commentaires. Comme ça, moi, ça va me permettre de guider où je m'en vais avec les vidéos. Fait que ça peut être cool. Requête personnelle, ce genre d'affaires-là. OK, fait que aujourd'hui, vidéo 3. Bon, la vidéo va porter sur les text editors puis Jupyter. Donc, c'est quoi un text editor? C'est quoi un IDE? Ce genre d'affaires-là, installer Jupyter, rouler Jupyter. Puis je vais passer un peu de temps sur un livre qui est disponible sur Amazon, mais je vous suggère pas de l'acheter. Mais le gars qui l'a écrit s'appelle Wes McKinney, qui est un des lead développeurs de Pandas, qui est une des plus grosses librairies Python. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Fait que avant toute chose, c'est quoi un IDE? C'est quoi un text editor? Fait qu'un IDE, c'est le genre de programme que vous êtes habitué de voir quand vous programmez des trucs comme MATLAB, Arduino, ce genre d'affaires-là. L'IDE, c'est un acronyme pour un Integrated Development Environment. Fait que c'est en gros un programme qui vous donne tous les outils que vous avez besoin pour développer dans un langage spécifique. Fait qu'il y a un IDE pour MATLAB, il y a un IDE pour Arduino, il y a des IDE pour Java, C, C++, ce genre d'affaires-là. Fait que d'un côté de la balance, il y a comme les IDE, qui sont des programmes tout mâchés pour puis tout setupés pour designer puis écrire dans un langage de programmation spécifique. Puis de l'autre côté complètement, il y a l'autre philosophie qui est les text editors, où ce que ça, c'est des programmes qui font juste vous aider à écrire du code. OK? Généralement, les text editors sont très, très, très configurables, puis sont un peu plus open par rapport à ça. Euh, Moi, j'utilise personnellement un text editor parce que je programme généralement 3 ou 4 langages différents presque en même temps. Puis je trouve pas ça le fun d'utiliser différents IDE parce que je commence à setuper des shortcuts, des keyboard shortcuts, puis j'aime setuper mon éditeur de texte d'une façon spécifique. Puis je peux pas faire ça vraiment avec plein d'IDE différents. Fait que ça me dérange un peu. Mais bon, ça c'est comme un choix personnel que moi j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de faire le même. Il y a des IDE Python comme PyCharm, très très bonne IDE. Vous pouvez l'utiliser. Mais moi dans le channel, moi j'utilise pas PyCharm, fait que vous pourrez pas me voir l'utiliser. Fait qu'ici on a l'IDE de MATLAB, ici on a l'IDE de Arduino. Si je peux vous montrer l'IDE PyCharm. Bon, PyCharm ressemble à ça. Je l'ai utilisé un peu, mais bon, comme je dis, je suis pas un fan des IDE parce que je programme généralement C++, Markdown, Python, ce genre d'affaires-là, tout en même temps. Fait qu'avoir 3 programmes IDE ouverts en même temps, moi je trouve ça pénible. Mais encore une fois, c'est votre choix. Allez avec PyCharm si vous voulez. Fait que euh, c'est ça. Encore une fois, c'est tout à fait des préférences personnelles. Python, c'est un langage de programmation. Si vous voulez, vous pourriez garder Notepad puis garder le command line puis être un aussi bon programmeur Python. C'est juste des choix personnels. Puis comment vous setupez, si vous voulez, votre atelier de programmation, c'est votre monde à vous, c'est à vous de le développer. Fait que moi, je vous montre qu'est-ce que moi j'utilise, puis vous pouvez partir de ça. Fait que quand je développe Python, il y a vraiment 2 modes. Il y a le mode où je fais du data science, puis je fais beaucoup d'exploration puis de prototypage. Puis quand je fais ça, j'utilise une plateforme comme Jupyter Lab. Puis l'autre mode qui est un mode plus au bulk programmation où ce que je deviens comme une espèce de code monkey puis j'écris plein de lignes à la fois puis ça va super vite. Quand je fais par exemple des interfaces de développement, des interfaces graphiques ou quand je programme des wrappers pour des librairies C++ sur Python, je fais ça dans mon texte éditeur qui s'appelle Atom. Fait que c'est vraiment les 2 outils que moi j'utilise, Jupyter et Atom. Fait que les liens le lien pour Atom, il va être dans la description. Je ne vais pas vous montrer comment setuper Atom dans cette vidéo-là. Je vais faire une vidéo spécifiquement sur Atom. Mais si vous voulez voir de quoi ça a l'air, ben ça c'est mon Atom présentement avec mes notes Markdown pour le plan du cours, si vous voulez. Fait que je vais faire une vidéo spécifiquement sur Atom dans une autre vidéo.
Ouais, une vidéo dans une autre vidéo. Whatever. Fait que, bon, Jupyter, c'est quoi Jupyter? On va l'installer. Je vais vous montrer un peu comment vous en servir, puis quel genre de fonctionnalités est-ce que vous pouvez aller chercher qui vont être vraiment le fun pour vous pour surtout apprendre à développer Python. Moi, je vous suggère fortement Jupyter. Fait que, on reprend notre command line. Je vais fermer mon notepad puis les autres dossiers que j'ai pas besoin. Fait que là, bon, on reprend notre command prompt. Fait que pip install. Bon là, juste pour être clair aussi, pip, ça sert pas à installer n'importe quel programme. Hein. Ça sert juste à installer des programmes qui sont en lien avec Python, qui sont sur des index, dans l'index PyPy, right? Fait que j'en ai parlé aux dernières vidéos, là. Vous pouvez pas installer Chrome avec pip. Okay? Pip install Chrome, ça marchera pas. Ben, ça va peut-être marcher parce qu'il y a peut-être une library Chrome qui est dans PyPy, là, mais ce sera pas le browser Chrome que vous attendez, right? Fait que, mais c'est ça, juste petite clarification. Fait que pip install Jupyter Lab. Un mot, Jupyter avec un Y, comme il est à l'écran, Enter. Fait que là, pip, il va trouver Jupyter, il va l'installer. Là, il me dit partout requirement already satisfied. Mais là, ça veut juste dire que moi, j'ai déjà sur ma machine installé toutes ces affaires-là, toutes ces Jupyter Core, Jupyter Client, IPython Kernel, toutes ces affaires-là sont déjà installées sur ma machine parce que ben, c'est comme la 4e fois que j'enregistre la vidéo. Puis je la désinstalle pas à chaque fois. Fait que là, j'ai Jupyter d'installer. Fait que ce que je vais faire, pour lancer Jupyter, pour commencer à s'en servir, ben j'ai créé un fichier sur mon desktop que j'ai appelé Demo Jupyter. Fait que si je veux travailler avec Jupyter dans ce dossier-là, ben il faut que je lance Jupyter à partir de ce dossier-là. Fait que comment je fais ça? Ben j'utilise mon command prompt, comme on a vu l'autre fois. Donc cd espace, encore une fois, cd ... ça nous remonte un directory au-dessus. Fait que là, je suis rendu dans user, cd gs, mais là, je suis descendu dans gs. Puis ainsi de suite. Dir pour afficher les dossiers qu'il y a dans le directory que je suis. C'est ls sur Unix puis Mac, puis ces affaires-là. Mais bon. Fait que je m'en vais dans. Désolé, c'était juste un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu à date. Sinon, je retourne en D, CD desktop, puis CD démo Jupyter. Et voilà. By the way, aussi, là, vous allez commencer à voir, en fait, mon magnifique petit clavier en bas à gauche qui s'affiche quand je tape. Ça, j'ai setupé ça exprès pour vous, que vous puissiez voir c'est quoi tous les raccourcis clavier que j'utilise quand j'utilise Jupyter, Jupyter Lab, puis Atom. Parce que vous allez voir, c'est ça l'idée, c'est d'avoir le plus de raccourcis clavier possible configurables. Tout ce que je vous montre, c'est les raccourcis par défaut. Mais ça peut vraiment booster votre vitesse de programmation. Fait que vous pouvez voir les touches que je tape quand je les tape. OK, fait que j'arrête de dire des conneries. Jupyter. Fait que là, on est dans notre dossier des desktop demo Jupyter. On est ici. Fait que là, on va lancer Jupyter Lab. Pour lancer Jupyter Lab, on écrit Jupyter espace Lab. Puis là, ça va lancer ce qui s'appelle un kernel pour Jupyter Lab dans notre invite de commande. Puis ça va lancer l'interface dans notre browser par défaut. Ça se peut que ça vous ouvre une fenêtre pour demander dans quel type de programme vous voulez ouvrir ça. Choisissez un browser, Chrome, Firefox, Safari, whatever. OK? Fait que là, important de ne pas fermer l'invite de commande. Il faut le laisser rouler parce que le code il est exécuté en fait dans ce command prompt-là. Fait que si vous le fermez, la fenêtre ici va arrêter de fonctionner. Fait que vous laissez ça ouvert, vous gardez votre fenêtre Internet, puis vous pouvez commencer à développer. Fait que je vais faire F11 pour mettre ça full screen. Puis là, on est dans Jupyter Lab, en fait. Fait que là, ici, on a la barre à gauche où on a un paquet de trucs. Ici, c'est pour voir les sessions, puis les kernels, les terminals qui sont en cours, qui sont ouverts présentement. Là, il n'y en a aucun qui est ouvert. Ici, c'est les trucs de thème, configuration, les shortcuts, ces affaires-là. Puis les tables qui sont ouvertes présentement, on a juste le launcher qui est ouvert. Mais si j'ouvre File, par exemple, New Console, Python 3, Select, là, il vient de m'ouvrir une console ici, Python 3, puis ça a ouvert un tab ici. Donc, vous voyez l'idée, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment utiliser Jupyter Lab. À la longue, je vais commencer à faire, je vais transitionner plus vers des vidéos où je fais des trucs, puis je vous explique ce que je fais, puis vous allez comme un peu l'apprendre soit en jouant avec, soit en me voyant travailler avec. Mais là, je veux pas rentrer dans les détails. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que
Bon, ici on a le home folder, puis notre home est là. Puis ce fichier-là, en fait, c'est littéralement le fichier démo Jupyter dans lequel on a lancé Jupyter. Fait que si je crée un nouveau dossier ici, je l'appelle par exemple Hello Jupyter, boom, je reviens ici, New Folder, Refresh, Hello Jupyter, il est là, on est content, on peut aller dedans, puis on peut mettre des trucs dedans. Fait que si je reviens dans mon Home, puis je fais le petit plus ici, puis ça m'ouvre une nouvelle fenêtre de launcher, fait que je vais cliquer sur Python 3 parce que je veux lancer un notebook Python 3. Là, on est dans un notebook Python 3. Fait que c'est quoi un notebook? Ben, un notebook, c'est en fait tout ce que vous voyez qui est .ipynb, mais c'est un Jupyter notebook. OK? Fait que, vous pouvez aller googler sur Internet pour trouver exactement c'est quoi que tout le jargon veut dire, c'est quoi la différence entre le Jupyter Kernel, Jupyter Notebook, Jupyter Lab, ces affaires-là. Je vous laisse faire ça par vous-même. Mais là, pour l'instant, comment est-ce qu'on se sert de notebook, puis c'est quoi un notebook? Fait que dans un notebook, ici, on a comme une ligne, OK? Puis, dans le fond, ces lignes-là, ils sont appelés des cellules dans le notebook. Fait que vous voyez les raccourcis clavier, je peux sortir de la cellule, Enter pour rentrer dans la cellule, ainsi de suite. NN, non, DD pour la déliter, mais là, il y en a juste une, fait que ça marchera pas. Plus, ça nous rajoute des cellules, on peut bouger les cellules comme ça entre elles, blablabla, c'est toutes des affaires cool. Ce qu'on peut faire avec les cellules, c'est qu'on peut écrire littéralement du code Python dans nos cellules. Fait que je peux réécrire mon print Hello World de l'autre fois. Puis là, le truc qui est cool, c'est que là, on a la syntaxe qui highlight comme il faut. Shift Enter pour exécuter une cellule. Fait que là, c'est pas limité à une seule ligne de code, comme une cellule dans MATLAB. On peut écrire un paquet d'affaires. X égale 1, X plus égale 2. Puis là, on va mettre un print X. Ce genre d'affaires-là. Encore une fois, rien de vraiment impressionnant. Escape DD pour déliter une cellule. Vous faites la touche 2 fois, ça va déliter la cellule. J'essaie de me rappeler c'est quoi le shortcut pour créer une nouvelle cellule. Bon, Shift Undo, ces affaires-là. Clear All Output, toutes ces affaires-là. C'est pas NN? CC, non? VV? Ah voilà, c'est VV. Ok, fait que DD, ça va déliter un paquet de cellules. Puis à chaque fois que je fais V puis que je suis pas dans une cellule, ça m'en crée une nouvelle. Fait que là, bon, les cellules, il y a plusieurs types de cellules. Il y a les cellules de code, Markdown et Raw. Je vais juste couvrir code et Markdown. Je vais couvrir Markdown très rapidement, genre 30 secondes, puis après ça, je vais retourner à code, parce que je vais faire une vidéo séparée juste sur Markdown à un moment donné, puis on en parlera à ce moment-là. Mais rapidement, Markdown, ce que c'est une syntaxe pour faire du formatage HTML qui est compatible avec un paquet d'affaires. C'est vraiment nice. Fait que là, si j'écris par exemple pound démo Jupyter, puis là je dis voici un document de démo Markdown, puis là je vais mettre section 1, code, puis là on va faire comme 1 point énumération, 1 point blabla. Puis là, Escape, Shift Enter pour l'exécuter, et voilà qui me le formate comme un beau petit document avec une syntaxe qui est neat. By the way, c'est aussi compatible avec la syntaxe LaTeX, fait que si j'écris des trucs comme lambda égale 1, je sais pas, 1 divisé par C parce que magie. Et voilà, on a notre équation ici. Dernier petit truc, c'est aussi compatible avec du HTML inline. Bon, encore une fois, je vais expliquer toutes ces affaires-là vraiment plus en détail dans la vidéo que je vais faire spécifiquement sur Markdown. On va revenir à Python dans 2 secondes, mais on peut faire des trucs comme ça, puis ça fait des trucs neat. Ok, bon, blablabla. Ceux qui sont fanatiques de LaTeX, vous êtes probablement en train de capoter maintenant, mais c'est ça l'idée. Fait que je vais laisser ça là juste pour le fun. Fait que ça, c'est comme une cellule Markdown. Fait que là, ça vous le dit ici. Puis ça, c'est une cellule de code. Puis code, c'est pour Python. Fait qu'ici, on peut écrire du code. Par exemple, import numpy as np. OK. Import, on va importer matplotlib. Tiens, on va faire une petite démo rapidement. Une démo neat. Vous allez vraiment trouver ça cool.
Puis je vais expliquer tous ces détails-là plus tard au fur et à mesure des vidéos, mais là, juste pour un peu vous convaincre d'utiliser Jupyter Lab, je vais finir avec ça, puis après ça, on va parler du livre de Wes McKinney. OK, fait que matplotlib, laissez-moi faire ça 2 secondes. Matplotlib.pyplot as plt. Tac, on exécute la cellule. Shift Enter pour exécuter la cellule. Fait que là, on voit que ça l'a comme exécuté. Puis là, on va faire, disons, tiens, on va aussi importer random. Import random as RNG. Là, on va dire RNG, non, on va faire x égale RNG.random. Puis on va dire un for e in range. Encore une fois, la syntaxe de Python, je vais la couvrir tranquillement. En fait, les prochaines vidéos que je vais faire, ça va être tranquillement de la syntaxe de Python, les bases et ces affaires-là. Mais j'ai besoin que vous ayez un environnement setupé pour pouvoir faire ça. Fait que là, bon, là, je programme tout croche parce que c'est difficile de parler en même temps de programmer, là, mais... Vous voyez que Jupyter me highlight comme il faut ma syntaxe puis ces affaires-là, puis ça fait bleu et vert et ces affaires-là, genre de trucs que Notepad fait pas. Mais ça, c'est des outils, ben vous le savez là, si vous avez déjà programmé, là, si vous n'avez pas ça, vous voulez mourir, mais là, on l'a, fait que c'est bien. Puis là, on va faire un petit PLT de X, Shift Enter, no. It's not callable. Tu n'aimes pas X. Ah, ok. Et voilà. Fait que là, si on fait PLT de X. Hey, come on. Tout est correct. Ah, PLT.plot de X. Et voilà. Et là, on a notre figure. C'est pas plus compliqué que ça. On a notre figure directement inline dans ça. Puis là, on peut changer des trucs comme color equal red. Et voilà, ce genre de trucs-là. Blue. On laisse les couleurs par défaut. Fait que ça, bon, ok. Là, j'ai utilisé rapidement une fonction de la library matplotlib qui s'appelle. J'ai utilisé la fonction plot du module pyplot de la library matplotlib. Je vais couvrir matplotlib dans une vidéo spécifiquement parce qu'il y a tellement d'affaires dans matplotlib. C'est juste comme un espèce d'amuse-gueule que je fais ici. Mais je vais finir en vous montrant comment sauvegarder la figure parce que je suis sûr que si je fais juste vous montrer ça, il y en a qui vont déjà commencer à s'en servir. Fait que si on veut sauvegarder une figure, plt.save fig. Ah oui, aussi, vous avez remarqué, il complète avec une tabulation. Right? Fait que ça aide. Tiens, ok. Admettons plt.savefig, c'est une fonction que vous pensez que vous voulez utiliser, mais vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qu'elle fait. Vous faites juste plt.savefig, puis vous rajoutez un point d'interrogation à côté, vous exécutez la cellule dans Jupyter, puis là, bang, ça vous crache le docstring au complet de savefig. Le call signature, c'est fig, fname, dpi, blablabla. Vous pouvez lire cette documentation-là. Vous pouvez attendre que je vous en parle quand je vais faire une vidéo sur matplotlib, mais rapidement, plot.savefig, puis là, je vais mettre fname equal myfig.png, puis je vais y mettre un dpi égal à 100. Tiens, bang, on exécute. Et puis là, on devrait avoir... Où est-ce qu'il est? On va faire ça, on va aller ici. Bon, il est ici. MyFig, c'est juste probablement qu'il faut que je refresh. Ah voilà, il a fini par arriver. Donc là, on a myfig.png ici. Fait que là, on peut l'ouvrir directement là-dedans, j'ai même pas besoin de sortir. Mais on voit que là, c'est un PNG, la résolution n'est pas excellente. Puis si je vous l'ouvre, si je vous l'ouvre ici, on voit, bon, la résolution n'est pas excellente parce que c'est un PNG. Pas de problème. J'ai mis 100 dpi. On peut mettre 1000. On refait ça. On re-sauvegarde. Il re-sauvegarde. Tuto démo. myfigure.png. Bang! Déjà une pas mal meilleure résolution. Ok, c'est encore PNG. Bon, on n'arrivera jamais à une résolution infinie. C'est pas grave. Pour ceux qui savent c'est quoi du Graphics Vector, on peut le sauver direct en SVG. Je vais refresher. J'ai mon SVG ici. Je peux l'ouvrir.
puis là j'ai une résolution infinie parce qu'il l'a sauvé en SVG direct. Ceux qui savent c'est quoi Inkscape, c'est quoi le SVG, probablement que ce que je viens de faire, ça vous fait exploser le cerveau parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire dans MATLAB. Dans MATLAB, il faut comme l'exporter en PDF, puis après ça le garocher dans Inkscape, puis bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi Inkscape, je vais faire une série éventuellement sur Inkscape, mais vous voyez que là, ça marche du premier coup direct, c'est super facile. C'est ça. Cool. Fait que je vais arrêter de parler puis vous montrer des trucs spécifiquement sur JupyterLab, puis là je vais vous montrer comment vous servir de la meilleure ressource à mon avis pour apprendre Python. Je m'excuse, la vidéo est un peu plus long ce coup-là, mais j'avais plein d'affaires à vous montrer. Fait que je vais fermer mon JupyterLab ici, puis je vais en ouvrir un autre. Fait que je vais fermer ça, puis je vais laisser mon démo Jupyter ici, on s'en fout. Mais je vais aller sur Internet. Puis je vais. Bon, ça je vous l'ai montré, je vais fermer. Ça, je vous en parlerai pas de suite. Ça, je vous en parlerai pas de suite. OK. Wes McKinney. Fait que Wes McKinney, c'est un des lead développeurs de la librairie qui s'appelle Pandas. Fait que ceux qui savent. Éventuellement, vous allez savoir c'est quoi le Pandas, mais en gros, c'est une grosse pointure. Wes McKinney, c'est comme un des dieux de Python. Point final. Il a écrit un livre. McKinney. Comment ça s'écrit son nom? Python for Data Analysis by Wes McKinney. Ça, c'est le nom du livre qu'il a écrit. OK? Fait que le livre est disponible sur Amazon. C'est O'Reilly qui l'a fait, blablabla. C'est un super bon livre. OK, là, c'est la partie weird. C'est un super bon livre, mais je vous le conseille vraiment, mais je vous conseille pas de l'acheter. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que Wes McKinney, c'est comme un dieu c'est lui ici, là, Wes McKinney. Il a été tellement gentil qu'il nous a donné à la communauté. Si vous allez sur le GitHub, sur son GitHub à lui, vous pouvez trouver le repo PyDataBook. Puis ça ici, c'est basically son livre au complet en fichier Jupyter. Ça, c'est selon moi la meilleure ressource ever qui existe pour apprendre Python pour vous autres. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur l'URL qui est ici, il est dans la description du vidéo YouTube. Vous cliquez clone ou download, vous downloadez le zip. OK? Puis là, je vais foutre ça genre sur mon desktop ou quelque chose, puis je vais fermer Internet. Puis là, j'ai fini. Bon, ok, download, on va attendre. Bon, il a fini de downloader. Donc là, je vais prendre ça ici. Puis je vais aller mettre ça sur mon desktop. Là, il a copié ça dans l'autre desktop, of course. Fait que là, j'ai ça ici, on va le dézipper. Extract file, yes, ok. Bon, 7-zip est en train de faire sa job. Bon, of course, il l'a envoyé dans l'autre desktop. Ok, fait que là, on a ça ici. Puis là, on a ça. Je vais juste prendre ça, puis je vais le copier ici, voilà. Fait que là, on a ça. Puis je vais ouvrir mon JupyterLab à partir de ce fichier-là ici. Et bon, fait qu'on va fermer lui qui roule encore, on va en partir un autre CMD. Encore une fois, comme je dis, ça c'est le genre de trucs que vous allez finir par être habitué de faire. C'est des desktops, c'est des, comment est-ce qu'il s'appelle? PyDataBook, puis on va partir un JupyterLab ici. Et voilà. Fait que là, ici, on a tous les chapitres en Jupyter Notebook du livre de Wes McKinney. Ça, c'est incroyable. Parce que là, vous allez le chapitre 2, Python Language Basic, IPython and Jupyter Notebook. Vous pouvez tout lire ça, puis vous avez des exemples de code dans le document. Parce que tout ça encore, c'est tout du Markdown. Fait que vous avez tout le code, vous avez tous des exemples, puis vous pouvez rouler le code au fur et à mesure, rajouter des trucs, data, .append. Non, là, ça marchera pas parce que ça, c'est un... Ok, data 0. Puis, bon, vous pouvez essayer des trucs. Data.0. 0 n'est pas un key qui est reconnu, blablabla. Vous pouvez changer les trucs, essayer des trucs, exécuter le code, modifier. C'est vraiment la meilleure façon pour vous d'apprendre Python puis d'essayer des trucs. Mais vous avez tout le contenu du livre au complet, The Run Command, puis vous avez tout, vous pouvez juste tout lire ça, tout apprendre ça. C'est vraiment, vraiment cool. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, chapitre 9, 10, 11, il y en a un de ceux-là, je sais plus c'est lequel, qui couvre Matplotlib. C'est-tu le 9?
Bon, c'est des gros notebooks. Ah, ben oui, c'est neuf. Plotting and visualization, a brief matplotlib API primer, bla bla bla. Fait que ouais, c'est dans le fond, c'est tout des trucs qui sont. Ça, c'est matplotlib en fait. Fait que je vais juste comme exécuter toutes les. On va faire ça, shift, tac, 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 tac. Ctrl shift enter, puis là on va s'amuser. Le kernel il va comme tout rouler. Il va prendre un petit peu de temps. Puis là, à un moment donné, il va tout me cracher plein de graphiques. Il y a une erreur, bon, je sais pas pourquoi là, mais. Fait que c'est ça. Fait que vous pouvez tout apprendre à partir de ce livre-là. Puis tranquillement, la syntaxe va vous rentrer va vous rentrer dans la tête, puis vous allez pouvoir commencer à vous servir de Python pour faire plein d'affaires que vous faites normalement pour vos cours. Fait que j'ai assez parlé, le vidéo fait maintenant 25 minutes, je m'excuse, c'est une vidéo plus long, mais j'avais plein d'affaires à dire. À partir de maintenant, je vais essayer de faire des vidéos vraiment plus courtes que ça, parce que je vais avoir moins de setup à faire, si vous voulez. Je vais pouvoir vous comme rentrer directement dans le sujet puis vous montrer, bon, ok, NumPy, on va parler d'un des modules de NumPy aujourd'hui, on va faire la vidéo, puis ça va être ça. Je vais commencer à faire des vidéos, c'est ça, des vidéos plus courtes où je vais présenter des trucs plus concis, puis je vais faire des vidéos qui vont être plus longues, 25 minutes, où ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer avec une problématique, puis on va juste construire le code à partir de zéro ensemble. Ça va être des vidéos qui vont être vraiment plus lents, mais vous allez voir un peu tout le procédé de coder quelque chose avec Python, que ce soit Python, C++, whatever. Je vais essayer de faire des vidéos dans ce genre-là où je vais juste me dire, OK, aujourd'hui, je veux faire un scraper pour une page web. Ben, on va le faire à partir de zéro, puis je vais le faire avec en m'enregistrant, si vous voulez. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour les vidéos qui s'en viennent. Sinon, merci d'avoir écouté la vidéo. Encore, il est un peu long. Laissez-moi des commentaires, comme d'habitude, questions, idées pour les prochaines vidéos, ce genre d'affaires-là. Je vais vous revenir. Merci encore. Salut.